Bonjour à tous. Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain. Je vais me présenter. Je m'appelle Jérôme Caposiena. Je suis ingénieur conseil en maîtrise de l'énergie et je serai accompagné pendant ce webinaire par la CCI de Beaujolais, Clémentine Corgier, qui est chargée de mission environnement et co-organisateur de ce webinaire, et d'Adrien Blanc, qui est ingénieur et associé à OID Consultant, qui sera notre intervenant expert d'aujourd'hui. Donc j'ai préparé quelques slides en introduction de ce webinaire. Donc quelques consignes pour son bon déroulement. Donc vous avez remarqué, tous les micros sont éteints, donc c'est pour un meilleur confort d'écoute. Par contre, vous aurez la possibilité de poser vos questions via la fonction que vous avez sur vos petits tableaux, qui est la fonction chat. Donc ce webinaire est enregistré, ce qui veut dire qu'on vous enverra donc la présentation et éventuellement le lien pour revisualiser ce film. Et une fois que vous serez déconnecté de la session, vous aurez un petit questionnaire de satisfaction que je vous invite à compléter. Donc aujourd'hui, nos intervenants, je l'ai dit, c'est Adrien Blanc d'OID, moi-même et Clémentine Corgier de la CCI du Beaujolais. Quelques mots sur l'action des CCI en Auvergne-Rhône-Alpes dédiée à la transition énergétique et à l'économie circulaire. Donc plusieurs actions telles que Optime Déchets, dédiée à la gestion de vos déchets, l'action Prime plutôt orientée innovation et éco-conception, et également, comme aujourd'hui, ce webinaire organisé dans le cadre d'Optime Énergie avec du financement de l'ADEME. Et pour finir, des programmes européens et actuellement le programme européen Impawatt dédié à l'efficacité énergétique. Donc, les CCI en Auvergne-Rhône-Alpes pour vous accompagner sur la transition énergétique, au niveau des entreprises. Ce sont des opérations des CCI, comme j'ai dit, et également d'EDEL, avec un soutien financier de l'ADEME, avec l'organisation de webinaires comme aujourd'hui, d'ateliers aussi en présentiel sur les différents territoires. On propose également des visites énergie, des pré-diagnostics énergie, et également des demi-journées conseils avec un expert sur votre site, avec une prise en charge à hauteur de 60% par l'ADEME, mais également un accompagnement pour vous personnaliser. Vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'informations sur le site de la CCI de région, notamment au niveau de l'environnement. Donc voilà, je vais passer la parole tout de suite à notre expert du jour, Adrien, pour la suite de la présentation sur ce webinaire. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Du coup, je m'appelle Adrien Blanc, je suis le cofondateur de l'entreprise qui s'appelle OID Consultant. Donc, on est basé à Lyon et on intervient un peu partout en France sur les thématiques liées à la performance énergétique ou à la performance sur l'énergie et les déchets et les matières premières. L'objectif dans les deux cas, c'est de permettre aux entreprises, donc des sites industriels ou des gros sites tertiaires, de réaliser des économies financières tout en améliorant leur impact environnemental. Donc aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous et avec la CCI de l'Ain et du Beaujolais pour vous parler du plan de comptage, du plan de mesurage. En gros, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment s'équiper, dans quel but, comment je fais pour mesurer et piloter ma performance énergétique et comment j'exploite mon plan de comptage pour réaliser des économies d'énergie et donc d'euros et de pollution.
On va commencer par différencier le plan de comptage du plan de mesurage. Le plan de mesurage, c'est une notion plus large qui est introduite dans les normes désignant les systèmes de management de l'énergie, comme l'ISO 50001 par exemple. Plan de comptage, ça veut dire compteur. Plan de mesurage, ça veut dire évidemment compteur, bien sûr, mais ça peut vouloir dire d'autres choses comme des mesures ponctuelles, des estimations, des calculs. Les 3 étapes pour un bon plan de mesurage, c'est de se dire de quoi j'ai besoin, quel est mon objectif. Ça dépend du niveau de maturité de l'organisation au moment où elle se lance. Évidemment, ça sert à rien de mettre des compteurs partout si vous n'avez pas les moyens de l'exploiter ou que vous comprenez pas assez bien vos consommations. Dans le plan de mesurage, on va récolter toutes les informations qu'on a déjà. C'est important, on a déjà quelques informations et on verra dans la présentation que tout le monde a au moins une information que l'on peut déjà exploiter. Et ensuite, est-ce que je peux atteindre mon objectif sans compteur? Du coup, l'installation d'un compteur, c'est vraiment le dernier recours puisque ça coûte cher. Évidemment, c'est nécessaire d'en installer, mais tout ce que l'on peut faire sans, autant le faire sans pour cibler là où on va investir pour installer des compteurs, là où ils sont vraiment indispensables. Et tout au long de cette présentation, on va suivre un fil rouge que j'ai découpé en 3 niveaux. Donc, on va voir en fait ce qu'on peut faire au niveau macro, et puis après, plus on gagne en maturité, plus on peut d'abord différencier et ensuite piloter la performance énergétique, puisque le but, ça va être de chasser le diable qui est dans les détails, puisque c'est là que se trouvent les gisements d'économie d'énergie les plus difficiles à voir. Donc, on commence au niveau macro. Je vous ai dit en introduction que tout le monde avait déjà des données qu'on pouvait exploiter pour piloter la performance énergétique, donc ça sans investir dans des compteurs. Et on va parler de la notion de consommation de référence que j'appelle simple, mais c'est un premier niveau de pilotage que l'on peut faire sans investir. Donc, collecte d'informations, tout le monde a au moins une information que l'on peut exploiter, c'est des factures d'énergie, donc d'électricité, de gaz, d'eau, de fuel. C'est notre première donnée que l'on peut intégrer dans notre plan de mesurage et que l'on a forcément. Donc là-dessus, on a des kilowattheures, des mètres cubes, on a des euros et on a des périodes de consommation. Donc ça peut être mensuel, mais ça peut être dans le cas de l'eau, des périodes de 6 mois par exemple. On va voir comment exploiter ces données dans 2 cas. Le cas simple, c'est que l'on a un seul usage énergétique par source d'énergie. Donc par exemple, j'utilise du gaz uniquement pour me chauffer. Donc l'usage énergétique, c'est le chauffage et l'énergie, c'est le gaz. Donc sur ma facture de gaz, j'ai 100% de la consommation de cette facture est dédiée à un seul usage énergétique. Vu que je m'en sers pour du chauffage, j'ai un seul facteur influent qui va faire que je vais consommer plus ou moins de chauffage, c'est la température extérieure. Quand je parle de facteur influent ici, dans le cadre de l'exploitation, je parle de facteur influent dont je n'ai pas la maîtrise. Sur le chauffage, il y a d'autres facteurs comme la température de consigne que je choisis, la surface que je chauffe, mais tout ça, j'en ai la maîtrise. Donc, on va uniquement faire une analyse de ma consommation et du facteur que je maîtrise pas, qui est la température extérieure. Donc, quand on est dans un cas simple comme ça, on peut faire une régression linéaire sur Excel et trouver une référence de type A fois X plus B. X étant ici la température extérieure, donc exprimée avec les DJU. Donc ça, c'est le cas idéal, c'est le cas simple. On a plus souvent des cas complexes où on a sur une facture d'électricité, par exemple, plusieurs usages énergétiques et plusieurs facteurs influents. Sur mon process, j'ai plusieurs étapes, j'ai des machines qui sont différentes, qui utilisent l'électricité différemment. J'ai plusieurs facteurs influents comme par exemple le tonnage produit, le mix produit, la température extérieure, les horaires d'ouverture. J'ai beaucoup de facteurs. Dans ce cas, on peut faire une consommation de référence qui est plus complexe. Donc j'ai mis un exemple en bas, donc A plus B fois X plus C fois Y. Donc du coup, chaque fois, c'est un coefficient fixe fois un facteur influent différent. Donc là, mes facteurs dans mon exemple, c'est X, Y et Z.
Ça peut se faire avec des logiciels de statistiques comme celui qu'on utilise qui s'appelle Minitab 17, qui permet de faire le tri dans les facteurs, de dire celui-là il influent, celui-là il ne l'est pas, et de retenir ceux qui sont vraiment significatifs. Dans les deux cas, une fois qu'on a fait ça, on peut déjà se doter d'un tableau de bord de pilotage de la performance énergétique. Donc ça ressemble à ça, par exemple. Là, j'ai en rouge le résultat de la formule de la slide d'avant. Donc c'est un site industriel qui utilise du gaz, pardon, c'est un site tertiaire qui utilise du gaz pour deux choses, le chauffage et la déshumidification de l'air en été. Et la formule qu'on a fait avec le cas complexe donne la partie rouge du graphique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une consommation de référence, c'est ce que j'aurais dû consommer si j'avais pas mené d'action de réduction de consommation et si je me suis pas dégradé. Le vert, c'est la consommation réelle. On voit que sur les 6 premiers mois de l'année, on a une assez bonne adéquation entre la consommation réelle et celle qui est prévue par le modèle statistique. Ça veut dire que je me suis ni amélioré ni dégradé. Au milieu de l'année, on met en place une action d'amélioration et sur la partie droite, on a en rouge ce que j'aurais dû consommer, en vert ce que j'ai consommé pour de vrai. Et donc l'économie d'énergie, c'est la différence entre la courbe rouge et la courbe verte. On peut directement chiffrer des économies grâce à cette méthode. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au milieu de l'année, on a mis en place de la récupération de chaleur sur un groupe froid et on a donc réduit les consommations de gaz. Donc voilà ce que l'on peut faire sans investir dans des compteurs. On peut déjà piloter la performance énergétique. Là, on a vu qu'on est resté vraiment au niveau macro, c'est-à-dire avec les factures générales du site. On va pouvoir faire des premières analyses, premier pilotage de la performance. On peut tester des choses, on peut dire si je modifie ce réglage, est-ce que j'améliore ou pas ma consommation par rapport à la référence. Mais assez vite, on va avoir besoin de différencier pour identifier les gisements d'économie d'énergie à l'intérieur de cette facture globale. Donc pour ça, on va d'abord faire des camemberts de répartition. Ensuite, on fera des consommations de référence plus précises. Et après, on verra comment on peut utiliser tout ça pour piloter les premières actions. Donc un camembert de répartition, c'est quoi? C'est en fait découper ma consommation totale du site en plusieurs sous-consommations. Donc pour ça, on peut mettre en place un plan de comptage. Donc là, ça veut dire que l'on installe des compteurs. On verra d'autres méthodes juste après. Sur l'électricité, voici à quoi ça peut ressembler en plan de comptage. On a en haut l'arrivée 20 000 EDF et puis ensuite, chaque branche de la distribution électrique est équipée d'un compteur. On peut éventuellement le faire sur plusieurs niveaux. Voilà. Donc voilà un schéma de compteur. On voit que chaque carré rouge est un compteur, ça en fait un certain nombre. L'avantage du compteur électrique, c'est qu'on lit directement l'information qui nous intéresse sur le compteur, puisqu'on lit directement des kilowattheures. J'en profite pour faire une parenthèse sur les compteurs de gaz, puisque pour les compteurs de gaz, c'est un peu particulier. Et je vois souvent une erreur chez mes clients dans l'exploitation des données gaz. Donc j'en profite pour faire un point dessus. Contrairement à l'électricité, les sous-compteurs gaz ne permettent pas d'avoir l'information qui nous intéresse, c'est-à-dire des consommations en kilowattheures, puisque sur un compteur de gaz, on va lire des mètres cubes. Ces mètres cubes, il faut les convertir en kilowattheures, et c'est un petit peu compliqué, puisqu'il ne suffit pas de multiplier les mètres cubes que l'on lit par des kilowattheures par mètre cube PCS que l'on trouve sur la facture, par exemple. Il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est le CPTA, donc ça veut dire coefficient de pression, température, altitude. En fait, ce CPTA sert à convertir la lecture en mètres cubes du compteur, convertir cette lecture en normomètres cubes. Et c'est uniquement des normomètres cubes qui peuvent être ensuite multipliés par les fameux 11,5 kWh PCS par normomètre cube. Donc là, je vous mets les formules. C'est pas du tout compliqué, il faut pas que ça fasse peur. Hein. C'est le CPTA, en gros, c'est la pression du gaz fois la température. Donc, il y a deux facteurs qui varient, c'est PM et TM. Sachant que PZ et P0, c'est quasiment la même chose. Donc, en général, j'annule ce terme-là.
Je vais vous mettre un exemple, ça sera plus parlant. Je vous ai pris deux exemples de factures réelles, donc que j'ai pris chez mes clients. Sur la première facture, dans ce qui est encadré en rouge, on voit un coefficient PCS de 11,5 et un coefficient PTA de 1,218. Donc si on fait le calcul de la slide d'avant, avec une livraison à 300 millibars, on est sur un coefficient PTA de cet ordre-là. Donc ça veut dire que si j'installe un compteur, un sous-compteur gaz sur la même pression que celle qui m'arrive à mon compteur général, je peux utiliser ce coefficient-là puisque j'ai la même pression sur mon sous-compteur que sur mon compteur général. Donc, je peux directement récupérer la valeur de la facture. Et donc, en fait, chaque mètre cube que je lis sur mon compteur, mon sous-compteur, je le multiplie par le PTA et je le multiplie ensuite par le PCS. Donc là, dans mon exemple, 1 mètre cube de gaz à 300 millibars, ça représente 14 kWh PCS. Donc ça, c'est le cas simple. Je vous mets le cas compliqué aussi, qui est la deuxième facture en dessous. Là, sur ma facture, je vois que le PTA il est égal à 1 et j'ai un coefficient de conversion légèrement différent. Le PTA égal à 1, ça veut dire que le compteur général renvoie directement des normomètres cubes. Donc là, c'est à nous de calculer nous-mêmes le CPTA de chacun de mes sous-compteurs en fonction de sa pression. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un sous-compteur à 1 bar, chaque mètre cube qui va compter vaut plus d'énergie qu'un sous-compteur à 300 millibars, par exemple. Donc c'est très important de bien prendre ça en compte, puisque sinon on peut sous-estimer ou surestimer les consommations énergétiques. Donc une fois que cette parenthèse est refermée, je vais vous présenter différents types de matériel pour nous équiper dans notre plan de comptage. Donc à gauche, le compteur qui coûte le moins cher, c'est le compteur électrique série. Ça nécessite de débrancher les câbles pour brancher ce compteur. C'est pas très cher à l'achat, mais c'est cher à l'installation et c'est un peu compliqué. À droite, on a un compteur avec des transformateurs de courant ouvrants. C'est celui vraiment que je recommande puisque ça permet de s'installer sans avoir à ni couper le courant sur le départ où l'on peut faire la mesure, ni arrêter la production. C'est beaucoup plus facile à installer. Et enfin, il en existe donc le même type de compteur avec des interfaces RJ45 qui permettent de se connecter à un réseau informatique pour faire de la télérelais. Je vais vous parler de deux solutions de télérelève qui existent. La première, c'est celle de Socomec, par exemple, qui utilise des solutions filaires et qui permettent de relever tous les compteurs du site. L'avantage de ces solutions de télérelève, c'est qu'elles permettent d'avoir toutes les données au même endroit, de faire des extractions pour les analyser. Après, l'inconvénient, c'est que si c'est filaire, c'est un peu plus lourd à installer et ça peut être un peu cher. Vu que c'est moi qui fais la présentation, je vous parle d'une deuxième solution que l'on utilise nous chez OIT quand on installe des plans de comptage chez nos clients. C'est une solution radio. L'avantage de la radio, c'est que c'est beaucoup plus rapide à installer puisqu'il n'y a pas de fil à tirer sur le site client. Et après, on retrouve les mêmes avantages que sur la solution précédente, c'est-à-dire que toutes les informations sont disponibles dans une interface centralisée. On y reviendra en fin de présentation sur la différence entre juste installer un compteur et installer un compteur en télérelève. La télérelève, elle permet de stocker des informations et de tracer des courbes, ce qui est un très gros avantage comme on le verra dans la dernière partie. Donc là, j'ai parlé des compteurs fixes. Il faut surtout pas oublier les compteurs mobiles. J'ai dit qu'un plan de mesurage, ça pouvait se faire de différentes façons. Je vous montre donc les compteurs électriques mobiles. Donc à gauche, un analyseur de réseau. Ça mesure de manière très précise, mais c'est cher. À droite, du matériel que je préconise pour des premières estimations. C'est du matériel qui est très simple d'utilisation, qui est pas cher puisque ça coûte entre 200 et 250 euros et qui peut donc tracer des courbes, enregistrer des données sur une quinzaine de jours. Pour les compteurs de gaz, pareil, sachez qu'il en existe deux types. Une installation en dur qui nécessite de couper le réseau et de le vidanger. Une installation mobile, mais c'est extrêmement cher. Vous voyez, 10 à 20 000 euros ce type de compteur. Après, on peut compter d'autres types d'énergie, de la thermie par exemple, avec à gauche un compteur thermique fixe qui s'installe en coupant le tuyau.
et à droite un compteur par ultrasons, donc qui peut s'installer autour du tuyau de ce que l'on veut mesurer. D'autres types de compteurs, on parle tout le temps de compteurs de gaz ou d'électricité, mais il y a des choses qui sont très importantes à compter. On peut par exemple compter les heures. Si on connaît la puissance d'un équipement, en fait, compter le nombre d'heures pendant lesquelles il a fonctionné suffit à avoir sa consommation. L'avantage d'un compteur horaire, c'est que ça ne coûte que 10 à 20 euros, donc beaucoup moins cher. Donc encore une fois, le plan de mesurage, ça peut vouloir dire aussi d'autres types de compteurs que des compteurs d'énergie. Je vais vous montrer comment utiliser des compteurs mobiles pour estimer une consommation annuelle. On est dans la partie différenciée, donc notre objectif, c'est de faire le camembert de répartition qui est en bas à droite sur l'Excel de mon écran. Donc, ce que l'on peut faire, c'est mesurer pendant une dizaine de jours des kilowatts, c'est-à-dire mesurer une puissance moyenne, et extraire d'une autre source d'information des heures par an. Par exemple, de la GPAO, de ma gestion de production, je peux savoir combien d'heures ma machine a fonctionné par an. Donc là, si je fais des kilowatts multipliés par des heures par an, j'obtiens bien des kilowattheures par an, et donc une consommation annuelle. Donc ça me permet de faire mon camembert de répartition. Je vais voir maintenant comment utiliser ces informations pour avoir des indicateurs de performance énergétique et des consommations de référence plus précises. Et comment je peux ensuite utiliser ces indicateurs pour piloter des actions d'amélioration simples. Donc ce que j'avais avant, c'est la facture du site et un facteur influent. Je faisais une analyse statistique et j'avais un graphique de pilotage. Maintenant, j'ai plusieurs compteurs. Donc, je peux faire plusieurs fois l'exercice de faire une analyse statistique et faire une somme de tout ça dans un graphique plus global. Donc là, maintenant, je me retrouve avec deux niveaux de pilotage. Un global comme celui que j'avais tout à l'heure et un dédié à un usage énergétique. Donc, c'est ce niveau dédié qu'on va appeler indicateur de performance énergétique. Donc, je vous ai mis un exemple que j'ai appelé exemple fictif, mais qui est issu d'une expérience que l'on a menée avec une entreprise qui faisait de la peinture industrielle. Ils ont installé un compteur de gaz, on le relevait chaque mois et on relevait aussi un facteur influent qui est le nombre de mètres carrés peints pendant ce mois. Donc au début, notre performance est aux alentours de 50 kWh par mètre carré. L'entreprise a mené une action de sensibilisation auprès de son personnel. On voit donc à partir du mois d'avril une amélioration de la performance. Et ensuite, en octobre, ils ont mené un changement de technologie sur le brûleur, donc un gain significatif d'efficacité énergétique. Une fois qu'on en est là, on est un petit peu bloqué puisque on constate l'amélioration de la performance, mais on manque maintenant d'informations pour aller plus loin, aller chasser le diable qui lui se trouve dans les détails. Donc, dans la dernière partie de la présentation, je vais vous montrer comment utiliser un plan de comptage pour aller dans le détail et faire ce que j'appelle comprendre les dysfonctionnements, en fait, c'est-à-dire comprendre les fluctuations de la performance énergétique. Donc pour ça, en fait, j'ai besoin d'une consommation qui est sous forme de courbe, c'est-à-dire non plus un relevé mensuel, mais un relevé sur une période très courte. Donc par exemple de l'ordre de la minute ou de 10 minutes, comme dans le cas des points 10 minutes. On peut le faire avec de la mesure ponctuelle, donc les équipements que je vous ai montrés précédemment. L'avantage, c'est que comme c'est rapide à installer et à désinstaller, on peut le faire plusieurs fois. On peut le faire aussi avec des compteurs grâce à la télérelève. Donc c'est là l'intérêt de l'installation de la télérelève. Moi, mon avis personnel aujourd'hui, c'est que un compteur est assez cher. Rajouter de la télérelève à ce compteur ne l'est pas trop. Donc si vous installez des nouveaux compteurs, il faut penser directement à la télérelève puisque ça permet une analyse fine, ça permet de faire cet enregistrement en continu des données et donc de chasser les dysfonctionnements. Donc là, l'avantage, c'est que on a les mêmes avantages que précédemment. On peut voir tout ce qui se passe la nuit, le week-end, quand je suis en démarrage de production, quand je suis en maintenance, en attente de production.
Et sauf que là, contrairement à une mesure ponctuelle, on enregistre en continu, donc on se retrouve avec beaucoup d'historiques de données que l'on peut analyser. Donc voilà ce qu'on peut faire avec ce type d'enregistrement. Donc ça, c'est un graphique qui est issu d'un site industriel que j'ai accompagné. En bleu, on a les points 10 minutes, donc c'est la totalité de la consommation électrique du site. Et en orange, on a la consommation des groupes froids que l'on a fait par une mesure ponctuelle. Donc en fait, avoir ce niveau de détail nous permet tout de suite d'identifier deux dysfonctionnements. Le premier, c'est que ce qui est au milieu de la courbe, c'est un week-end. Il y a 0 tonnes qui sortent de ce site industriel, mais on a une consommation de l'ordre de 500 kW, soit plus d'une centaine de maisons en activité, ce qui est énorme. Donc on a 0 valeur ajoutée et on a un coût énergétique qui est élevé. Et grâce à la mesure sur le froid, on se rend compte que à peu près la moitié de cette consommation totale est due aux installations de froid. Un autre exemple chez un client qui s'appelle maintenant Adient, mais qui s'appelait à l'époque Johnson Controls, qui fait de l'injection plastique. Ça, c'est le démarrage d'une presse à injecter. Donc, on se rend compte dans la zone 1 que la presse a été démarrée à 5h30 du matin. La zone 2, c'est une longue période d'attente, puisqu'en fait, cette presse a été démarrée à 5h30 du matin. Elle était prête à produire 1h30 plus tard, mais elle a commencé à produire, donc, dans la zone 3, que vers 16h. Donc là, on s'est rendu compte, grâce à la télérelève, qu'il y avait des mauvaises pratiques de gestion des démarrages. En fait, là, on est un lundi matin et le chef d'atelier allume toutes les machines le lundi matin, sans savoir si elles vont tout de suite produire ou si elles vont produire un peu plus tard. Donc voilà, pour conclure sur cette partie, le suivi d'indicateurs performance permet de voir des dysfonctionnements. Là, c'est un dernier exemple sur l'air comprimé. On voit l'indicateur mensuel qui commence à dériver à partir de novembre et qui dérive beaucoup en décembre. Avec juste cette information, on n'est pas capable de dire pourquoi. Mais si on a de la télérelève ou de la mesure ponctuelle qui permet un suivi en continu, on peut regarder sur une période de non-production et estimer le taux de fuite et voir par exemple une augmentation de celui-ci. Donc voilà comment utiliser tout ça pour piloter précisément. On va revenir sur mon usine qui peignait des mètres carrés de tôle. Donc on avait sensibilisé, on avait changé de technologie, on s'est amélioré. Maintenant, en fait, en ne relevant plus le compteur tous les mois, mais en le relevant toutes les 8 heures grâce à de la télérelève, et en comparant avec les chiffres de production des équipes, on obtient le nouveau graphique qui est à droite. Et c'est ça que j'appelle différencier ou chasser les dysfonctionnements. Là, on voit que la performance, en fait, n'est pas linéaire d'une équipe à l'autre. Et en fait, ça nous donne un axe d'amélioration qui est que la nuit, la performance est beaucoup moins bonne. C'est dû au fait que la cabine la nuit n'est utilisée que par 2 personnes, alors que la journée, ils sont 4. Donc en fait, la nuit, ils peignent 2 fois moins, mais il n'est pas possible de segmenter la cabine. Donc on a la même taille de cabine, la même consommation énergétique, mais pour 2 fois moins de mètres carrés peints. Donc, grâce à une télérelève et une mesure fine, on peut identifier ce genre de choses. Voilà, pour conclure, je veux rappeler que plan de mesurage ne veut pas dire forcément compteur. Il y a de nombreuses méthodes qui peuvent être utilisées pour avoir des informations et piloter sa performance énergétique. Le type de mesure dépend de l'objectif à atteindre. On peut faire une mesure ponctuelle, parfois ça peut suffire. Parfois, on va vouloir chasser dans le détail. Donc, dans ce cas-là, on va plus installer des compteurs avec de la télérelève et calculer un indicateur sur des longues durées. L'objectif, c'est d'obtenir des courbes parce que ces courbes vont mettre en lumière des comportements qui sont anormaux ou des mauvais réglages dans certaines situations. Et plus on a d'historique, mieux c'est. Donc, c'est-à-dire que du coup, quand on fait ces analyses-là, il vaut mieux récupérer un maximum de données historiques pour les mener. Je rappelle que compter l'énergie seule ne veut rien dire. Si l'année prochaine, mon site consomme 2 fois plus, ça ne veut pas forcément dire que je me suis dégradé, ça peut vouloir dire que j'ai produit 2 fois plus. Donc, il faut tout le temps rapprocher cette consommation à des facteurs influents. Et ce que je vous mets là, c'est ce que je vous invite à faire dans l'idéal. C'est issu d'un de mes clients qui a construit ces tableaux de pilotage que j'aime beaucoup, je les trouve très clairs. Donc, c'est un peu le tableau de bord idéal de l'énergie.
on retrouve les différents niveaux dont j'ai parlé dans cette présentation. En haut, on a la consommation de gaz totale du site. Donc le vert, c'est le réel. La couleur à peu près orange, c'est l'objectif. Et ce qui est gris, c'est ce que je consommais avant de me challenger. Donc le gris, c'est ma référence avant de mettre en place les améliorations. Le orange, c'est l'objectif. Et le vert, c'est le réel. Donc là, on voit qu'au global, j'ai atteint l'objectif, puisque le vert à droite de la courbe est en dessous du orange. Et ensuite, j'ai mes différents usages. Donc à chaque fois, j'ai un compteur qui sert à un usage énergétique. Donc j'en ai 4 ici. J'atteins l'objectif sur tous, sauf sur celui qui est en haut à droite, pardon. On voit que là, je me dégrade. Donc si je dois cibler mes efforts, je sais où travailler pour améliorer ma consommation de gaz. Pour finir, j'ouvre 3 axes dont j'avais pas le temps de parler dans cette présentation. Le premier, j'ai dit qu'il était très important de prendre en compte les facteurs influents, c'est vraiment primordial. Donc, un axe à creuser pour aller plus loin serait de savoir comment je peux prendre en compte ces facteurs influents. Un deuxième axe, c'est de parler de l'ISO 50001, qui est une norme qui permet de mettre en place des systèmes de pilotage de la performance énergétique, qui décrit cette notion d'indicateur de performance, de consommation de référence, mais aussi sur la conduite des plans d'action, la prise en compte de la maintenance, la sensibilisation. Et le troisième axe que j'ai gardé pour la fin, parce que c'est vraiment lié à cette notion de compteur, c'est que depuis le 1er janvier 2019, donc ça fait un peu plus d'1 an, les certificats d'économie d'énergie financent une bonne partie, donc j'ai mis entre 25 et 50% de l'achat de systèmes de comptage en télérelais. Donc là, la condition, c'est que le système doit pouvoir être en télérelais et doit pouvoir permettre de suivre également les facteurs influents. Donc en fait, c'est pour bénéficier de cette subvention des certificats d'économie d'énergie, il faut mettre la version idéale du système de comptage en place. Mais ça permet de prendre en charge jusqu'à la moitié de l'installation et de faire des économies d'énergie puisque vous pourrez piloter très finement vos consommations. Et enfin, je voulais vous parler d'OID et des webinaires gratuits que l'on organise en ce moment, qui sont accessibles sur notre site web ou via l'adresse qui est sur cette présentation. Du coup, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser soit maintenant, soit plus tard. Je vais repasser la parole à Jérôme. Bien, merci Adrien pour cette présentation. Donc, très complète, très intéressante, avec plein de pistes, plein de prix, de coûts. Donc ça, c'est vraiment très très important quand on veut se lancer dans un plan de comptage et qu'on souhaite investir sur des appareils de mesure. On va prendre des questions maintenant. Donc je vais laisser Clémentine peut-être les retranscrire à haute voix. Oui, on a eu quelques questions. Alors, tout d'abord, quelqu'un qui souhaiterait des ordres de prix sur les différents types de départ de compteurs électriques. D'accord. Ce qui fait le prix sur les compteurs électriques, c'est 2 choses. C'est la nature du transformateur de courant. Donc moi, je vous invite vraiment à mettre des transformateurs ouvrants. C'est un tout petit peu plus cher, mais la différence de prix est négligeable. Par contre, on y gagne à l'installation. Après, donc il y a 2 types de transformateurs de courant. Il y a même s'ils sont ouvrants, ils peuvent être rigides. Dans ce cas-là, ils sont beaucoup moins chers. On a par exemple un compteur 400 ampères avec des transformateurs de courant ouvrants. Ça va chercher environ 250-300 euros. L'inconvénient des transformateurs de courant rigides, c'est qu'ils sont un peu plus difficiles à installer. Et si vous avez plusieurs câbles sur une même phase sur le départ, c'est impossible de les passer. Dans ce cas, on passe sur des boucles de Rogowski. C'est celles qui sont en photo sur ma présentation, donc c'est les boucles jaunes. Ces boucles-là, c'est le même principe, elles se mettent autour des câbles, mais elles ont le gros avantage d'être souples. Donc là, c'est plus cher. Sur un compteur de 400-500 ampères, on va être aux alentours de 500 euros. Par contre, c'est beaucoup plus facile à installer. Donc, si vous avez une situation où il n'y a pas beaucoup de place ou si les phases sont multiples,
Ce surcoût à l'achat, on y gagne en tarif horaire d'électricien pour l'installation du compteur et on s'embête beaucoup moins. Donc ça peut valoir le coup. Ensuite, si on monte beaucoup en ampérage, les prix montent également, évidemment. Par exemple, si on est sur du 2500 ampères, on va être aux alentours de 700 € pour le compteur avec ses transformateurs de courant. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le compteur reste le même quoi qu'il arrive. Ce qui change, c'est le transformateur de courant que l'on met autour des câbles. Donc, plus celui-ci est puissant, plus il coûte cher et donc plus il fait grimper le prix d'ensemble du compteur. Ok, merci. Je pense que c'était très complet comme réponse. On a une autre question concernant les CEE. Est-ce que tu aurais les numéros des fiches CEE qui sont concernées par voilà, pour les compteurs sur l'industrie et le tertiaire? Alors, je vais peur de dire une bêtise, je crois que c'est la fiche 134. Donc, Bon, ça, il faudra. Ouais, après, il faut aller vérifier du coup sur le site des CE. C'est peut-être le plus sûr. Ouais, j'ai peur de dire un numéro. Par contre, ça s'appelle pas plan de comptage, la fiche, ça s'appelle système d'indicateur de performance énergétique ou quelque chose comme ça. C'est dans la catégorie industrie utilité. C'est que dans l'industrie, c'est pas pour le tertiaire du coup. Je l'ai appliqué que en industrie de mon côté. Donc je pense que je sais pas pour les tertiaires. J'ai pas essayé de l'appliquer, j'ai pas eu de cas, mais dans l'industrie, oui, c'est sûr que ça marche parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Le tertiaire, je ne sais pas. Ok, on a quelqu'un qui nous dit que c'est a priori peut-être la UT 134. Bon, à vérifier. Voilà, 134, donc c'était ok. Très Ok, merci. Petite question, est-ce qu'on retrouve la présentation sur le site d'OID? Alors ça, je ne sais pas. En tout cas, cette vidéo, elle sera visible sur le site de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes. Et je pense aussi qu'elle le sera sur le site d'OID. Adrien, tu peux. Je sais pas, mais pourquoi pas. J'avais pas prévu En de tout la cas, mettre. on vous enverra les liens pour la revisionner et le support de la présentation d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas via le système de chat. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres en attente. C'est que tout était très clair. Merci. Ouais. Bon, bah, tant mieux. J'espère que j'ai pu répondre à vos attentes. Si, alors on a encore une autre question. Repréciser, expliquer la régression linéaire sur le gaz pour le chauffage. Oui, d'accord. Donc là, c'était le cas simple. Donc, quand on veut analyser une performance énergétique, ce qu'il faut faire, c'est ramener la consommation d'énergie brute, puisque j'ai dit que cette consommation brute ne veut rien dire en fait sans ces éléments de contexte. Donc cette consommation brute qu'on a sur la facture, il faut qu'on la ramène à un facteur influent, quelque chose qui va faire que je vais consommer plus ou consommer moins, sans pour autant que ça soit de ma faute, donc en fait que je me sois dégradé ou amélioré. Donc dans le cas du chauffage, ce qui impacte ma consommation, c'est la température extérieure. Plus il fait froid dehors, plus je vais consommer pour atteindre la même température. Il y a d'autres choses qui impactent la consommation, comme l'isolation, la consigne. Si je chauffe à 25, je vais consommer plus que si je chauffe à 20. Mais tout ça dépend de moi, parce que je peux régler moi-même mon thermostat. Donc le facteur que l'on prend, c'est le facteur que je ne maîtrise pas, la température extérieure. Pour l'exploiter, cette température extérieure, on la transforme en DJU. Donc DJU, ça veut dire degré journalier unifié. Sans trop rentrer dans le détail, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la différence entre la température moyenne du jour et 18 degrés. Donc s'il fait 10 degrés dehors, je vais compter 8 DJU pour cette journée et je répète ce calcul tous les jours. Donc il y a des sites internet qui vous donnent directement le résultat. Pourquoi on prend ça et pas la température extérieure? C'est qu'on considère qu'à partir d'un certain niveau de température, on arrête de chauffer. S'il fait 20 degrés dehors, on sait qu'on ne va pas utiliser de chauffage. Donc le DJU permet de créer cette proportionnalité. En fait, plus il y a un DJU élevé, plus ça veut dire qu'il fait froid et donc plus j'ai besoin de chauffer.
Donc ensuite, si on fait par exemple l'analyse mensuellement, on prend les factures mois par mois dans une colonne. Dans la colonne d'à côté, on va mettre les DJU du mois et on va faire une régression linéaire entre les deux. Donc ça va nous donner une droite qui va faire le lien entre la température extérieure et la consommation théorique de chauffage que je dois avoir. Donc cette droite va permettre de savoir si un mois était performant ou pas, selon si je me situe au-dessus ou en dessous de cette droite. Donc, je ne sais pas si ça répondait à votre question sur cette consommation de référence. Je pense. Je vais passer, donc on a eu d'autres questions. Alors, sur l'air comprimé, pour compter les consommations d'air comprimé, faut-il mesurer les mètres cubes et la pression de service ou existe-t-il une solution plus simple? Alors, il y a la meilleure solution. Avec des compteurs horaires, peut-être que ça peut s'appliquer au compresseur? Tout à fait. En fait, la meilleure solution, c'est d'installer un compteur de normaux mètres cubes d'air comprimé, donc qui va, comme pour les compteurs de gaz dont j'ai parlé dans la présentation, va compter les nombres de mètres cubes qui vont passer et va mesurer la température et la pression de l'air comprimé pour calculer des normaux mètres cubes d'air comprimé. Ce type de compteur est assez cher. Du coup, il y a une autre solution qui est d'utiliser les compteurs horaires des compresseurs. Il y a deux types de compresseurs. Il y a des compresseurs tout ou rien, c'est-à-dire que soit ils marchent à 100% de leur puissance et ils produisent 100% de leur débit nominal, soit ils marchent à vide. Donc, en fait, ils tournent comme si sur votre voiture, vous appuyez sur le pied, la pédale d'embrayage. Le moteur tourne mais ne produit rien. Donc, en fait, en connaissant le nombre d'heures en charge du compresseur et le débit nominal de ce compresseur, on peut estimer le débit d'air comprimé. Puisqu'en fait, on considère que s'il a marché en charge pendant 1 heure, il a produit son débit horaire. Donc, c'est une approximation, évidemment. Mais sur les tocs techniques des compresseurs, vous avez cette information et vous l'avez vous l'avez plusieurs fois puisqu'elle dépend de la pression du réseau. Évidemment, à 8 bars, le compresseur va forcer un peu plus et donc produire moins qu'à 6 bars. Ok, merci. Ensuite, on a une question d'une blanchisserie industrielle qui va signer une convention avec un fournisseur d'eau et ce fournisseur leur demande d'installer un compteur d'eau spécifiquement pour l'assainissement. Donc, j'imagine sur les eaux usées. Est-ce obligatoire car le coût est à l'air plutôt important? Ouais. Alors ça, c'est un cas que l'on voit en fait, sur toutes les factures d'eau, vous verrez qu'il y a deux parties dans la facture. Il y a un tarif pour l'achat de l'eau et un tarif pour l'assainissement. Dans la majorité des cas, on va dire, où l'industrie est peu polluante pour l'eau, où c'est le cas chez nous, par exemple, aussi, on suppose que la quantité d'eau renvoyée à l'assainissement est égale à la quantité d'eau que l'on a consommée. Donc, si on regarde une facture chez nous en tant que particulier, on a la même quantité d'eau qui est multipliée par le prix de l'assainissement que la quantité d'eau que l'on a achetée. Il y a des cas où c'est loin d'être évident. Par exemple, dans le cas d'un camping qui utilise de l'eau pour arroser ou pour remplir sa piscine, il y a plein d'eau qui va être achetée mais qui ne va pas retourner à l'assainissement. Donc, dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir deux compteurs puisque en fait la quantité d'eau qu'on envoie en assainissement n'est pas forcément égale à la quantité d'eau qu'on a pris sur le réseau, et donc ça permet de payer l'assainissement moins cher. Donc j'imagine que dans le cas de la blanchisserie, il y a peut-être de l'eau qui peut s'évaporer, il peut y avoir, c'est pas quand on fait sécher les vêtements, si l'eau ne s'évapore pas par les cheminées des sèche-linges, mais il est possible que cette quantité d'eau soit différente. Et donc, dans ce cas-là, le fournisseur peut dire qu'il impose un compteur sur le rejet pour s'assurer que vous ne renvoyez pas soit plus d'eau, soit moins d'eau que ce que vous avez prélevé dans le réseau d'assainissement. Et donc, en fait, vous facturez le coût réel de l'assainissement. Ok, merci. Une autre question sur l'air comprimé encore, concernant les fuites d'air comprimé. Y a-t-il un autre moyen de détecter le taux de fuite, autre que graphique? Oui, il y en a un, c'est d'utiliser la méthode dont je parlais tout à l'heure avec les compteurs horaires des compresseurs. Donc là, ou alors avec un chronomètre.
L'idée, c'est quand l'usine est à l'arrêt, d'aller voir, de laisser le compresseur allumé, de se mettre à côté de lui et de mesurer sur une période, par exemple sur 20 minutes, combien de temps le compresseur a fonctionné en charge et combien de temps il a fonctionné à vide ou pas fonctionné du tout. Et ça nous permet d'estimer le débit de fuite pendant qu'il n'y a pas de production. Donc en fait, quand il n'y a pas de production, toute la consommation du compresseur est dédiée au fuite. Et ensuite, on refait le même exercice en pleine charge quand l'activité est à son pic. Et ce que moi j'appelle le taux de fuite, c'est la différence entre quel est le débit quand je suis à l'arrêt et que du coup j'ai que les fuites qui consomment, et quel est le débit max quand je suis en pleine production. Donc ça peut se faire avec un chronomètre ou en regardant, en relevant le compteur horaire du compresseur quand il n'y a pas de production. Ok. Du coup, je reviens juste. Donc, la blanchisserie qui nous précise effectivement, avec le séchage du linge, il y a une part non négligeable de l'eau qui s'évapore. Donc, effectivement, la mise en place d'un compteur sur l'assainissement, sur les eaux usées, permettrait de payer que l'eau que vous rejetez vraiment au réseau. C'est ça, donc c'est un investissement au début, mais ils vont faire des économies sur la facture assainissement qui représente à peu près la moitié de la facture d'eau totale. Ensuite, une autre question. Alors, la mise en place de ces outils nécessite forcément une installation électrique au top. Comment faire pour cartographier et éviter de placer des compteurs à tous les niveaux? C'est sûr que c'est plus simple quand l'installation elle est bien documentée, elle est facilement lisible. Quand c'est moins le cas, que le site est vieux, une astuce que j'aime bien utiliser, c'est de mettre des compteurs dans des boîtiers Canalis et de brancher les boîtiers Canalis directement. Donc en fait, quand on utilise ce mode de distribution, ça peut être confus de où se trouve le disjoncteur et qu'est-ce qu'il y a vraiment sur le Canalis. Mais si on met le compteur au début du Canalis directement branché dessus, on peut savoir ce qu'on mesure. Après, sinon, il y a une méthode très simple pour cartographier, c'est de couper les disjoncteurs. C'est pas toujours très facile à faire puisque là, on coupe. En gros, on coupe et on regarde là où il y a plus de courant. Encore une fois, ce que je voudrais dire, c'est que mettre des compteurs à tous les niveaux, c'est pas l'objectif. Il faut vraiment le faire progressivement puisque l'objectif, c'est d'abord piloter au niveau global et ensuite, quand on ne sait plus quoi faire à ce niveau-là, de différencier et de piloter un ou deux usages énergétiques qui sont les plus importants pour moi. Et quand on ne sait plus quoi faire à ce niveau-là, d'étendre et d'y aller progressivement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être de cibler les 3-4 plus grosses machines et d'installer directement le compteur dans cette machine-là. Donc, tant pis si l'installation n'est pas très claire. Là, si on met le compteur dans l'armoire de la machine, on sait ce qu'on mesure. Commencer par faire des économies avec ce niveau de détail et puis petit à petit aller plus loin. Vraiment le faire progressivement, et c'est sûr que si le réseau est très ancien et qu'on ne sait pas ce qu'on mesure, ça sert à rien d'installer un compteur si on n'est pas sûr de ce qu'on mesure. Ok, j'ai encore quelques questions. On revient sur les DJU. Pour le calcul des consommations de chauffage, notamment dans le tertiaire, il faut prendre en compte les DJU chauds pour l'hiver, mais il faut également compter les DJU froids pour l'été, climatisation. Oui. Oui, c'est deux choses différentes du coup, mais oui, il existe en tout cas les deux, les DJU pour l'été et pour l'hiver. Je ne sais pas si vous attendez d'autres précisions. Et puis, donc encore la blanchisserie qui nous redemande. Alors, vous nous dites que c'est ma responsabilité de prouver ce que je rejette, même si à l'évidence, nous ne rejetons pas ce que nous achetons. Oui, c'est ce qu'on. J'ai pas bien saisi le sens de la question. Alors là, je connais pas très bien la réglementation sur ce point-là. Moi, quand j'ai été refaire le point plus précisément, enfin spécifiquement avec la blanchisserie, si vous avez des questions plus précises, parce que je pense que là, ça ne concerne pas forcément tous les autres participants. C'est vrai que quand j'ai été confronté à ce cas-là, c'était nos clients qui étaient demandeurs d'installer ce compteur-là, puisque c'était les fameux cas des campings où en fait ils faisaient des économies. Donc eux voulaient installer. Alors que là, c'est le fournisseur qui demande. Ouais, donc à voir.
Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions. Très bien, merci. Merci à tous. Que je propose peut-être de reprendre la main. Alors, je sais pas, Adrien, peut-être me redonner la possibilité. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais reprendre voilà, la présentation de mon écran. Voilà, donc pour conclure donc sur ce webinaire, vous parlez des prochains qui vont arriver, donc notamment sur des webinaires sur le parc informatique, sur la fin des tarifs réglementés, l'énergie verte, etc. Et comme je l'ai dit aussi en introduction, vous avez la possibilité de retrouver donc l'ensemble de nos webinaires sur le site internet qui s'affiche à votre écran. C'est le site de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes, avec notamment différents webinaires qu'on a organisés sur les sujets que vous voyez, sur de l'éclairage, sur l'optimisation de la production de froid, sur le rafraîchissement adiabatique. Merci en tout cas à notre intervenant, donc Adrien. Je vous rappelle que vous allez retrouver bien évidemment cette présentation et le film. On vous enverra tous les liens très prochainement. Merci de votre participation et écoutez, je vous dis donc à très bientôt et sur nos prochains webinaires. Et voilà nos différents contacts d'Adrien, de Mohamed et de Clémentine à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci de votre attention et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.